Bonjour à tous. Comme chaque année, IFPEN vous propose ce tour d'horizon du secteur de l'énergie. Et avant de présenter notre analyse, j'aimerais dresser un point sur les points forts de l'année 2013. Vous avez sur cette slide un choix de faits marquants caractérisés par un qualificatif. Sans entrer dans le détail, il apparaît que 2013 a été soumise à de nombreuses secousses, en particulier économiques et géopolitiques. Des changements importants sont survenus en 2013. L'Europe, par exemple, a moins préoccupé le monde économique alors que se dessine, heureusement, un début de reprise pour cette zone. Les inquiétudes se sont plutôt focalisées au printemps dernier sur la politique de la Banque fédérale américaine ou sur la croissance des pays émergents. 2013 restera aussi marqué par l'influence croissante du risque géopolitique sur la production pétrolière, et c'est probablement un mouvement de fond qui se dessine. L'accord intérimaire conclu avec l'Iran en novembre constitue néanmoins un élément porteur d'espoir. Pour conclure ce rapide descriptif de 2013, on peut aussi rajouter, côté énergétique, l'influence croissante des ressources d'hydrocarbures de roche-mère ou le questionnement grandissant concernant la montée en puissance des énergies renouvelables au sein de l'Europe. Au-delà de ces grandes tendances, je souhaite revenir sur la croissance en 2013 et sur ses effets contrastés sur les matières premières et sur l'énergie. Les graphiques que vous avez là illustrent le bilan de l'année passée caractérisé par trois tendances différentes. D'abord, une croissance économique mondiale qui a été relativement modeste à 3%, soit 1% de moins qu'en 2011. Deuxième point, un ajustement baissier du fait de cette croissance réduite, ajustement baissier sur le prix des matières premières, moins 6% pour les métaux, moins 7% pour les matières agricoles. C'est l'effet direct, l'impact direct d'une croissance moindre. Côté énergie, en revanche, on note des effets qui sont contrastés. Recul limité à moins 2 et moins 4%, pour le pétrole et pour le gaz en Europe. Le contexte géopolitique tendu explique ce résultat. Par contre, le charbon poursuit sa chute entamée en 2012. C'est l'effet shale gas. Et autre effet shale gas ou shale oil, le prix du gaz américain se réajuste après un effondrement en 2012. Pour 2014, un consensus se dégage pour anticiper une croissance économique mondiale plus soutenue. Le Fonds monétaire international table pour l'instant sur une croissance de 3,7%, qui est proche du niveau 2010. Ce niveau est dans la moyenne observée depuis les années 1980. En tous les cas, on est loin des pointes que l'on a connues à 5% en 2004-2007, qui avait entraîné une croissance, qui avait entraîné des tensions fortes sur les matières premières, dont le pétrole. Ceci est dû à cette croissance de 3,7% et s'analyse comme une croissance relativement modérée des pays émergents, menacés par des risques financiers et monétaires dont on a vu l'illustration ces derniers jours. La croissance 2014 sera en grande partie tirée par les États-Unis et aussi un petit peu par la zone européenne, et c'est une bonne nouvelle. Les deux graphes du bas permettent de replacer ces anticipations par rapport aux tendances historiques qui ont été observées depuis les années 80, tant pour les pays de l'OCDE que pour les pays non OCDE. Deux tendances opposées apparaissent. Une décroissance tendancielle d'un côté et un décollage rapide de l'autre, et ces graphiques illustrent les enjeux de demain pour ces deux zones. Un nouveau modèle économique à inventer d'un côté, une croissance à maîtriser de l'autre. Il s'agit, pour les pays occidentaux, de réinventer un nouveau pôle de croissance. Les États-Unis ont opté pour une relance fondée sur des bas prix de l'énergie,
L'Europe, de son côté, peine à trouver un modèle qui soit viable. Pour les pays émergents, il s'agit à l'inverse de contenir la croissance, et c'est ce que l'on constate actuellement au niveau notamment de la Chine. Après ce rapide tour d'horizon économique, je vous propose de passer au cœur de notre présentation sur le marché pétrolier. Il est tradition de revenir sur les prévisions que j'avais eu l'occasion de vous présenter l'année dernière. À l'époque, nous avions anticipé un marché très volatile entre 100 et 120 $ par baril pour le Brent. C'est globalement ce que l'on a pu constater en 2013. Les deux pointes que vous constatez sur le graphique en bleu, les deux pointes à près de 120 $ par baril sont liées aux tensions géopolitiques, l'une avec l'Iran en début d'année, l'autre avec la Libye et l'Égypte au cours de l'été. L'accord iranien à la fin de l'année n'a en revanche pas eu d'impact significatif dans la mesure où il ne prévoit pas la levée de l'embargo avant au moins 6 mois. Côté baisse des prix, elles sont survenues au second semestre. Elles ont reflété deux phénomènes. D'une part, les inquiétudes économiques qui étaient liées à la politique de la Fed, et d'autre part, l'idée d'un effet positif du développement des huiles de schiste à terme. Et je reviendrai plus en détail sur ce point tout à l'heure. Concernant le WTI, et vous avez en rose la cotation de WTI, on constate que le rapport entre Brent et WTI s'est établi en moyenne à environ 10 $ par baril. Je rappelle que il y a 5 ans, avant le phénomène des shale gas et des shale oil, le WTI avait été à un prix supérieur d'environ 2 $ par baril au Brent, pour des raisons de qualité, disait-on à l'époque. On voit que ce différentiel entre le Brent et le WTI a fortement évolué. Ce différentiel reflète en fait le phénomène du développement des shale oil aux États-Unis et donc reflète la différence entre le coût de l'énergie sur le continent nord-américain et en Europe. Les marchés tablent sur une persistance de cet écart. Cet écart entre le Brent et le WTI signifie que l'afflux du pétrole américain n'impacte pas autant qu'il pourrait le faire le marché international, et ceci pose aussi la question de l'enjeu des infrastructures de transport intérieur aux États-Unis et l'enjeu des exportations d'énergie des États-Unis. Avant de présenter nos prévisions 2014, je voudrais rappeler les tendances lourdes du marché pétrolier. Côté demande, le marché est tiré par les pays émergents qui compensent le déclin désormais structurel de la demande des pays occidentaux. On parlait récemment de peak oil, de pic de l'approvisionnement pétrolier. En fait, c'est le pic de la demande que l'on constate, notamment dans les pays de l'OCDE, depuis 2005. Pour 2014, les anticipations de croissance de la demande se situent à 1,2 million de barils jour, niveau proche de la moyenne sur 10 ans. Et la croissance économique, réduite par rapport à ce que l'on a connu, explique ce niveau modéré. Côté offre, on note une rupture survenue en 2008 avec la relance de la production non-OPEP. Cette production non-OPEP provient pour une large part des États-Unis, du Canada, mais aussi de la CEI et du Brésil. De ce fait, la production de l'OPEP est plutôt stagnante. L'effet baissier sur le prix du pétrole a cependant été limité, et il y a deux raisons à cela. D'une part, le contexte géopolitique, et c'est évident, mais aussi la hausse du coût du secteur amont, la hausse du coût des investissements du secteur amont. Et c'est ce que l'on peut voir sur la slide en bas à droite
qui reprend l'indice du CERA, l'indice du coût du secteur pétrolier. On voit que le coût des investissements pétroliers était sur une base 100 en 2000, était en 2008 à la pointe à environ 200, et on retrouve aujourd'hui à peu près ce niveau. Si l'on fait un zoom sur 2014, deux facteurs vont impacter le niveau de prix du pétrole. D'une part, la géopolitique, bien sûr, et ses conséquences sur la production, et d'autre part, le niveau de hausse des huiles de schiste, en particulier aux États-Unis. Ces deux points sont illustrés par les deux graphiques que vous avez sur cette slide. Côté géopolitique, 3 pays subissent les contre-coups de l'instabilité interne. La Libye, dont la production a fortement chuté à partir de juillet, et le Nigeria et l'Irak, dont la production est assez aléatoire et mise à mal par l'insécurité dans ces deux pays. L'Irak doit également gérer la volonté d'autonomie pétrolière du Kurdistan. Un autre dossier important pour la région du Moyen-Orient, bien entendu, est l'aboutissement ou non des négociations avec l'Iran au cours de l'été. Ainsi, entre Iran et Libye, c'est le retour potentiel de 2 millions de barils jour qui sera en jeu en 2014. Il faudra aussi compter sur la montée en puissance des huiles de schiste aux États-Unis. 1 million de barils jour supplémentaires sont prévus en 2014, ce qui porterait la production totale de liquide à plus de 11 millions de barils jour. Globalement, un surplus d'offres est un scénario envisageable en 2014. L'Arabie saoudite sera amenée à jouer son rôle historique de swing producer pour éviter un effondrement des cours. Ce pays y a intérêt pour des raisons budgétaires, comme d'ailleurs la quasi-totalité des pays de l'OPEP. Une entente par nécessité ou par raison devrait ainsi s'imposer à eux en dépit de leurs oppositions. Un équilibre aux alentours de $100 par baril serait un bon compromis. Ce scénario à $100 dépendra bien entendu du contexte géopolitique. En cas d'instabilité, on pourrait rejouer le film de 2013 avec une volatilité entre 100 et $120 par baril. À l'inverse, le scénario non exclu d'une opposition politique frontale entre l'Arabie saoudite, l'Irak et l'Iran, qui ne déboucherait pas sur un accord pétrolier, entraînerait une forte pression baissière. Ce scénario ne peut être exclu. Ainsi, une année mouvementée, 2014, nous attend sur le plan pétrolier. Je voudrais revenir plus en détail sur le développement en cours des huiles de schiste. Ce développement est tout à fait considérable, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. En 2 ans, la hausse de la production est équivalente à la production norvégienne totale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le Dakota du Nord vient d'émerger comme une puissance pétrolière équivalente à la Norvège. Pour 2014, la production globale de liquide, incluant pétrole, condensat et éthanol, atteindra 12 millions de barils jour, ce qui signifie que la production interne des États-Unis va dépasser le niveau de maximum qui avait été atteint à 11,3 millions de barils jour en 1970. Et d'ores et déjà, les États-Unis sont les premiers producteurs de liquide devant l'Arabie saoudite et la Russie. Et dans le cas des huiles de schiste, on a le sentiment de revivre ce que l'on a connu pour leur gaz. Les perspectives de long terme ne suivent pas la réalité de court terme. Ainsi, le scénario central des autorités américaines prévoit un déclin au-delà de 2020, mais ce scénario est déjà dépassé par les perspectives à court terme. Si la production suit le sentier haut, qui est effectivement le sentier qui est suivi par l'évolution de la production actuellement, ainsi la production de LTO, de Light Tight Oil aux États-Unis, serait de 5 millions de barils jour. Si ce scénario se réalise, cela signifie plus d'indépendance énergétique et par conséquent plus de liberté géopolitique pour les États-Unis. Cela n'annonce certainement pas le retrait américain vis-à-vis du Moyen-Orient
comme on peut l'entendre d'ici et là, mais cela donne à l'évidence une certaine liberté de ton pour les autorités américaines, et ceci est ce à quoi nous avons assisté avec les négociations secrètes qui ont été engagées en bilatéral entre l'Iran et les États-Unis en Oman sur le nucléaire iranien. Cette révolution nouvelle, après celle des gaz de schiste aux États-Unis, aura aussi des conséquences externes très importantes. Je pense en particulier au raffinage européen. L'Europe exporte traditionnellement son essence vers les États-Unis. Cette opportunité est en train de se réduire avec la baisse rapide des importations d'essence aux États-Unis, comme on peut le voir sur les deux graphiques du haut. Le taux de dépendance pétrolier américain se réduit et les exportations nettes de produits se renforcent. Ce risque sur les exportations européennes d'essence s'inscrit de plus dans le cadre d'une baisse rapide de la consommation européenne. Et la conclusion est simple, la pression risque d'être très forte dans les années à venir sur le raffinage européen. Deuxième exemple des conséquences externes possibles qui sont liées au développement des huiles de schiste, il concerne l'OPEP avec le recul envisagé de sa part de marché à court terme. Ces graphiques sont tirés du dernier rapport de prospective de l'OPEP. Le graphique du haut montre que l'OPEP entérine elle-même l'idée d'une progression assez forte d'ici 2018 de la production d'huile de schiste aux États-Unis. L'OPEP en tire un bilan assez négatif pour elle sur l'appel au pétrole de ces pays. C'est donc une part de marché en retrait avec un contexte de hausse attendue de la production pour certains pays membres, et je pense notamment à l'Irak ou à l'Iran en particulier. L'OPEP est donc très attentif à ce dossier du LTO. Cependant, elle se rassure en indiquant que ce phénomène n'est que passager, mais cette hypothèse reste toutefois à confirmer. Pour conclure sur le pétrole, permettez-moi de présenter l'analyse sur l'enjeu de la récupération assistée du pétrole ou Enhanced Oil Recovery en anglais, EOR. L'EOR permet de renforcer la production globale d'un gisement mature. L'augmentation du taux de récupération apparaît comme une préoccupation croissante dans l'ensemble de l'industrie de par le monde. L'usage de cette technologie est encore très limité aujourd'hui, concentré essentiellement sur les États-Unis et l'Amérique du Nord. Son avenir dépendra des pressions futures de l'offre et bien sûr du développement de solutions moins coûteuses. Mais il semble que l'EOR représente d'ores et déjà un intérêt croissant pour les pays producteurs et notamment les pays du Moyen-Orient qui étudient de plus en plus les moyens d'optimiser leurs réserves en réduisant leurs investissements. Et l'EOR répond à cette exigence croissante. Ça fait donc partie des thèmes de recherche que nous développons à IFPEN, en liaison notamment, en l'occurrence, avec notre filiale Bessie Franlab et avec Solvay. Et pour nous, c'est un thème qu'il faut suivre. Le marché pétrolier, tout comme en 2014, tout comme en 2013, sera donc marqué par l'incertitude géopolitique et par la croissance des huiles de roche-mère. Je vous propose maintenant de passer au marché du gaz naturel qui connaît également des transformations qui sont profondes. Commençons par l'évolution des prix. Vous savez bien que le marché, depuis l'émergence des shale gas aux États-Unis, est caractérisé par des divergences régionales fortes entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ainsi, en Asie, les prix restent très élevés, évoluant autour de $16 par million de BTU en 2013, du fait des formules d'indexation sur le pétrole. Les perspectives d'une certaine détente des prix du pétrole peuvent conduire à une baisse modeste, mais une baisse quand même des prix du gaz en Asie. L'un des enjeux pour l'Asie sera d'avoir accès à terme à des contrats fondés sur le prix spot américain via des importations de gaz liquéfié, j'y reviendrai tout à l'heure. En Europe,
Les prix indexés se situent à plus de 12 $ par million de BTU, contre près de 11 $ par million de BTU pour les prix spot en Angleterre. Ces derniers prix restent tendus, ce qui n'est pas favorable à un moment où le marché spot représente une part croissante des contrats d'approvisionnement. Par ailleurs, les prix du gaz aujourd'hui sont 2 fois trop élevés pour être compétitifs par rapport au charbon pour la production d'électricité. Et ceci explique les tensions pour les producteurs d'électricité qui sont également sous pression en raison de la montée en puissance des énergies renouvelables. Enfin, le marché US reste de son côté à des niveaux historiquement bas, autour de 3 à 4 $ par million de BTU. C'est 3 fois moins élevé par rapport à ce que l'on observe en Europe. Et donc, ceci permet d'envisager très sérieusement l'exportation de gaz de schiste sous forme de GNL. Ainsi, il y a aux États-Unis 29 projets qui sont étudiés d'exportation de GNL sur le marché international à partir de gaz de schiste. À ce jour, 4 projets ont reçu l'autorisation du département d'énergie américain d'exporter vers des pays n'ayant pas signé un accord de libre-échange. Ces 4 projets représentent près de 70 milliards de mètres cubes par an, soit près de 20% des échanges mondiaux de GNL en 2012. Ceci est tout à fait considérable et on voit que ceci va peser inévitablement sur le marché mondial. Ces décisions, à la fois de construire des unités de liquéfaction et d'autoriser ces unités, semblent confirmer 3 points majeurs. D'abord, l'idée d'une bulle n'est pas avérée par les faits et les anticipations actuelles. Deuxièmement, l'impact de ces exportations sur les prix intérieurs américains sera en définitive assez faible. Et en effet, le DOE a été très attentif lorsqu'il a autorisé ces exportations. Il a été très attentif à mesurer l'impact que ça pourrait avoir de façon à ce que le développement des gaz de schiste aux États-Unis profite aux consommateurs américains et l'économie américaine. Troisièmement, le GNL américain est compétitif sur les marchés asiatiques européens. C'est ce que l'on voit sur le graphique en haut à droite, où jusqu'à 6 ou 7 $ par million de BTU pour le prix sur le Henry Hub, le prix du gaz américain reste inférieur au prix du gaz sur les marchés européens et asiatiques. Au-delà du seul marché du GNL, cette slide donne un aperçu plus large de l'ensemble des impacts liés au développement des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis. Le marché américain, par exemple, pour le marché américain, c'est moins de charbon pour la production d'électricité, donc moins de gaz à effet de serre émis. C'est également une indépendance croissante et une compétitivité renforcée. C'est peut-être à terme plus de gaz pour les secteurs transport. Pour l'Europe, c'est un gaz non compétitif du fait de la baisse du prix du charbon de 30% par rapport à 2011, ce qui explique les renégociations récentes du prix des contrats gaziers. Pour les pays exportateurs, c'est une perte de débouchés qui se dessine pour l'OPEP, comme on l'a vu, mais aussi pour les exportateurs gaziers comme le Canada, le Qatar ou l'Australie. Pour les pays importateurs, c'est l'espoir d'une offre plus diversifiée et compétitive. L'Europe, le Japon, mais aussi la Chine ne peuvent que s'en réjouir. Les réserves de Rochemer font ainsi progressivement basculer le marché vers les acheteurs, et c'est peut-être là probablement une des conséquences majeures de ce développement des hydrocarbures non conventionnels en Amérique du Nord. La révolution est donc en marche pour les ressources fossiles. Par contre, le contexte économique et énergétique fait peser des incertitudes fortes sur la transition énergétique. Pour commencer, je voudrais rappeler que l'année 2013 a été l'occasion d'un débat en France sur la transition énergétique. Un document de synthèse a été remis au gouvernement dans le courant de l'été et qui sert pour orienter la loi sur la transition énergétique. Que retenir de ce débat ? D'abord, 2 consensus. Un premier consensus sur le constat que la transition est une priorité et qu'elle représente potentiellement une opportunité en termes économiques et industriels.
Un autre constat sur les principes des nécessités, par exemple, s'impose comme de revisiter le mix énergétique, renforcer les économies d'énergie, réduire la part des énergies fossiles. Et encore, la compétitivité des entreprises qui doit également être au centre de toutes les préoccupations. Mais il faut bien le dire, le débat a aussi mis en lumière des divergences sur les moyens d'y parvenir. Ça a porté par exemple sur le niveau de réduction de la consommation, sur la place du nucléaire ou sur le poids des fossiles, suivant que l'on prend en compte ou non les technologies de captage et de stockage du CO2. IFPEN a été pleinement associé à ces travaux, notamment par le biais des groupes des experts et par l'élaboration d'un scénario au sein de l'Alliance ANCRE, l'Alliance nationale de coordination de la recherche dans le domaine de l'énergie, qui regroupe l'ensemble des organismes de recherche publique. L'objectif de cet exercice de scénario a été d'apporter un éclairage tout à fait indispensable sur les enjeux et verrous technologiques, mais aussi sur les impacts macroéconomiques des différents scénarios. La création d'une filière industrielle sera en particulier indispensable de façon à optimiser ces impacts macroéconomiques. C'est aussi une façon de souligner le rôle que la technologie, le rôle que la R&D peut jouer pour assurer la transition énergétique. Après la France, je voudrais évoquer l'Europe. Le bilan du paquet énergie-climat de l'Union européenne, les 3x20, qui a été adopté en 2008, fait l'objet aujourd'hui de très nombreuses critiques. Elle porte en premier lieu sur l'objectif CO2, malmené par le retour du charbon dans certains pays, notamment l'Allemagne, et par la faiblesse du prix du CO2. Elle porte aussi sur la compétitivité en berne de l'Europe par rapport aux États-Unis. Elle concerne enfin la sécurité d'approvisionnement dans le secteur électrique avec la fermeture des centrales classiques sous l'effet de la montée en puissance des ENR. 50 000 mégawatts de centrales à gaz performantes, dont certaines très neuves, ont en effet été mises sous cocon ces toutes dernières années. Ce bilan a fait dire à Gérard Mestralet que le bilan des 3x20 est un triple échec, à la fois au plan économique, au plan énergétique et au plan industriel. Ces sujets, et au plan environnemental. Ces sujets sont aujourd'hui posés dans le cadre des négociations pour parvenir à un nouvel accord. Il est clair que la crise économique crée une contrainte supplémentaire pesant en particulier sur les aides accordées aux renouvelables et les politiques de soutien sont ainsi réexaminées, par exemple en Espagne, en Allemagne, mais aussi en France. Il s'agira de prendre en compte dans les impacts économiques les contraintes propres aux ENR, intermittence et durée limitée de fonctionnement. Ces sujets sont évoqués très largement dans le cadre du rapport de la Cour des comptes qui a été remis en janvier dernier, qui concerne la mise en œuvre par la France du paquet énergie-climat. Passons au niveau international. Les enjeux pour réduire les émissions de CO2 défendent pour une très large part des décisions à venir dans des pays non OCDE, qui représentent désormais 60% des émissions de gaz à effet de serre contre 44% en 2000 et qui représenteront 70% vers 2030, dont 30% pour la Chine uniquement. Le bilan pour ce pays, pour la Chine, est retracé dans ces 4 graphiques. Le décollage économique des années 2000 a entraîné une croissance considérable des besoins énergétiques à un rythme proche de 9% par an. Comme on le voit, seul le charbon a pu répondre à cette demande. Les énergies renouvelables et le nucléaire font l'objet d'investissements ambitieux, mais ils ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des besoins. On voit le résultat pour les émissions de CO2 qui ont quasiment triplé depuis 2000. Les discussions à venir au niveau mondial se dérouleront donc dans un contexte qui sera caractérisé d'une part par une baisse des émissions américaines et d'autre part par l'explosion des émissions chinoises. Ce graphe souligne une autre dimension importante en abordant l'évolution du parc automobile en Chine. La Chine est devenue le premier marché mondial du secteur de voitures particulières, avec plus de 25% de part de marché mondial. Ces deux tendances, explosion du charbon et explosion aussi de la consommation d'énergie pour le transport,
ne sont pas tenables à terme en ce qui concerne la dimension pollution locale, mais aussi en ce qui concerne les problèmes de ressources. Cette pression explique que la Chine se préoccupe de plus en plus d'environnement local, mais aussi, par contre-coup, environnement global. Et c'est un des derniers objectifs du plan chinois consistant à plafonner en 2015 la consommation de charbon à son niveau atteint à cette époque-là. C'est un véritable challenge, alors que les scénarios tablaient sur une poursuite de la consommation charbonnière de la Chine jusqu'au moins en 2025. Ces différents exemples, au niveau français, européen et chinois, soulignent les défis qu'il faudra surmonter pour aboutir à un accord lors de la conférence de Paris 2015. Il y a eu peu d'avancées à Varsovie, c'est un euphémisme. On connaît bien désormais les enjeux de ces débats entre responsabilité historique des pays occidentaux et implications futures des pays émergents dans les émissions. Le graphique que je reprends de l'Agence internationale de l'énergie résume bien cette difficulté. Le respect de l'objectif de 2 degrés C, c'est-à-dire en fait le scénario 450 ppm par l'AIE, impose un renversement majeur de tendance pour les pays non OCDE, mais aussi pour les pays OCDE, l'effort devra être également très conséquent. Alors une approche pragmatique serait de nature à éviter un échec comme celui de Copenhague, où l'Europe a voulu donner des leçons au monde entier avec le succès que l'on a vu. Cette approche pragmatique devrait passer dans un premier temps par une vision commune à la fois de la Chine et des États-Unis, sous les auspices de la France qui héberge cette conférence et de l'Europe, et après une vision commune qui serait susceptible de s'ouvrir ensuite au niveau du G8 et du G20, et donc d'avoir une approche cohérente des pays qui représentent à eux seuls 85% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vraisemblablement à cette condition de pragmatisme que la machine onusienne pourrait se mettre en marche pour aboutir à un véritable accord en 2015. Mais les enjeux économiques, financiers et industriels ont pour l'instant bouclé les bonnes volontés. Comme en introduction, vous avez sur cette slide les différents sujets susceptibles d'impacter le secteur de l'énergie cette année. Au niveau économique, il faudra avoir confirmation de la bonne tenue de l'économie américaine, de la sortie de crise de l'Europe, de la stabilité des pays émergents, en dépit des effets potentiels de la politique de retrait de la Fed. Au niveau géopolitique, l'évolution des négociations iraniennes, la position israélienne joueront un rôle central sur l'équilibre pétrolier. Et je pense également à la stabilité d'un certain nombre de pays comme la Libye, l'Irak, l'Égypte ou la Syrie. Enfin, côté énergétique, au-delà du raffinage européen menacé ou du rapprochement Brent-WTI, ce sont les ressources de roche-mère qui devraient peser le plus sur le marché. Baisse de la part OPEP d'un côté, valorisation sous forme de GNL du gaz américain feront partie des sujets d'importance en 2014. Le débat sera ensuite consacré à Biomasse pour l'énergie, et je voulais en dire juste 2 mots. Le graphique du haut illustre le rôle croissant que les biocarburants sont susceptibles de jouer à l'avenir dans le secteur des transports, et ce serait, d'après l'AIE, de 6 à 14% de la demande mondiale de l'énergie qui pourrait être consacrée dans le secteur transport, qui pourrait être couverte par les biocarburants. Les biocarburants de 2e et de 3e génération peuvent y contribuer. Il conviendra dans cette optique, au niveau européen, de sortir des incertitudes sur le poids des incorporations. La bioéconomie est globalement susceptible d'apporter aussi une réponse environnementale et de diversification des ressources. Et c'est par exemple l'objectif d'un projet le projet BioButterfly que vous avez en bas à droite, que nous menons avec Michelin, visant à produire du caoutchouc synthétique à partir d'éthanol. Ce sont là juste 2 exemples que je voulais citer en introduction pour le débat qui va suivre. En conclusion, il y a 2 ans,
Je vous avais fait part de ma conviction de l'émergence d'un nouveau paradigme du secteur de l'énergie, paradigme qui était basé sur les révolutions arabes, sur l'émergence des hydrocarbures non conventionnels et sur la crise économique. Il est clair que 2014 a confirmé que nous étions rentrés dans ce nouveau paradigme et il est évident que dans les années à venir, ce nouveau paradigme va s'imposer de plus en plus. Merci pour votre attention.